présentation pour parler de Sénèque, même si vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment de la présentation. Là, je vais essayer de partager l'écran. Un moment. Si c'est bien là. Vous me dites si ça va, si vous voyez. Vous voyez l'écran? Ouais. Ouais, super. Alors, enfin, là, on continue cette lecture, ce cours autour du livre d'art de Yasmina Reza. Moi, je m'appelle Raphaël Silva. Là, je suis accompagné de Larissa Fontenelle. Et aujourd'hui, on va essayer de penser à la présence de la vie heureuse de Sénèque chez Art de Yasmina Reza. J'ai mis les deux couvertures ici, enfin des versions françaises de ces livres. En suivant ce que Lala a fait, le premier cours, n'est-ce pas, une espèce d'analyse des couvertures et ce que ça peut impliquer. Il serait très intéressant de penser enfin, à cette image choisie pour illustrer la vie heureuse de Sénèque, n'est-ce pas? Une main tendue qui reçoit beaucoup de pièces d'argent, mais enfin dorées, n'est-ce pas, d'or. Et si vous avez lu le traité de Sénèque, vous avez enfin, bien compris pourquoi cette image a été choisie. On va parler de ça bientôt. Enfin, pour essayer d'établir cette espèce de comparaison qu'on fera là, je vais vite fait repasser à guise de rappel ce que nous avons déjà discuté jusqu'ici en cours à propos de Yasmina Reza, qui est enfin, une femme de lettres française née Évelyne Reza le 1er mai 1959 à Paris. Alors, une Parisienne née à la fin des années 50, alors maintenant elle a 60 ans, mais si je ne me trompe pas, elle est toujours vivante, n'est-ce pas, Lala? Je pense que oui, ouais. Oui. Alors, enfin, c'est une œuvre très récente, celle dont on parle ici, Art, n'est-ce pas, une pièce qui a été écrite et mise en scène, si je ne me trompe pas, en 1994, alors il y a plus ou moins une trentaine d'années. Et la production de Reza, elle est très variée, hein. Elle comprend le théâtre, des romans, des scénarios, et c'est avec Art qu'elle est devenue une espèce de réussite internationale, une espèce de star. Elle s'est projetée internationalement comme une grande autrice, enfin une personne reconnue, célèbre. Cette variété de la production de Reza, elle est intéressante parce qu'elle fait penser aussi à celle de Sénèque en quelque sorte, dont on va parler maintenant. Enfin, je mets là cette image de Sénèque parce que, enfin, d'après les biographes, elle illustre un peu le caractère même de cet auteur qui est un peu maladif, un peu souffrant. Lui, enfin, qui est né Lucius Annaeus Seneca, né à Cordoue, c'est-à-dire à Cordoba d'aujourd'hui, dans le sud d'Espagne, entre l'an 4 avant Jésus-Christ et l'an 1 après Jésus-Christ. Enfin, on n'est pas sûr de l'année de sa naissance, quoique sa mort soit enfin, bien connue en 65 après Jésus-Christ, puisque enfin, c'est une mort devenue très célèbre aussi bien pour l'histoire de la philosophie que pour l'histoire, enfin tout court, l'histoire de l'Empire romain. Il est philosophe, et c'est pour ça qu'on va le lire aujourd'hui, qu'on va le discuter, mais il est aussi dramaturge et homme d'État, enfin, qui a été lié au pouvoir romain du 1er siècle. C'est très intéressant de penser à ces trois, disons, côtés de ses activités. C'est pas parce que aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'un philosophe soit aussi dramaturge et encore moins un politicien, mais il l'était et tous ces côtés se complémentent en quelque sorte dans l'œuvre de Sénèque. Il était conseiller à la cour impériale sous Caligula. Ensuite, il a été exilé à l'avènement de Claude et finalement rappelé comme précepteur de Néron. Enfin, toutes ces informations-là se trouvent sur Wikipédia. Enfin, je parle tout rapidement seulement pour vous mettre au courant des données biographiques de l'auteur dont on va parler bientôt. C'est bon?
Si vous avez des doutes, m'interrompez, enfin, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais ce qui est important, c'est que donc Sénèque, il joue un rôle très important dans le gouvernement, surtout auprès de Néron, dont il était précepteur, même si, enfin, il tombe en quelque sorte en disgrâce, je ne sais pas, enfin, il a des problèmes auprès de cet empereur à la fin de sa vie et doit suicider. Il est forcé au suicide. Et cette fin, elle est très connue aussi dans l'histoire de la philosophie. Enfin, ces traités philosophiques exposent des conceptions philosophiques stoïciennes. Si vous avez jeté un coup d'œil sur le premier page du traité La vie heureuse, vous avez reconnu ça. Pour lui, là, c'est une citation de ce traité. Le souverain bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu. Alors, il y a une idée de suffisance ou d'autosuffisance du philosophe stoïcien qui pratique la vertu malgré toutes les circonstances externes. Et cela est l'un des préceptes majeurs du stoïcisme, c'est la capacité de se régler par la raison, de sorte qu'on soit toujours vertueux malgré toutes circonstances externes. C'est bon? Et enfin, un côté encore curieux de la production de Sénèque, c'est qu'il écrit une satire très violente contre l'apothéose de Claude. C'est une œuvre qui s'appelle l'apocoloquantose. Enfin, c'est un mot qu'il a inventé et qui veut dire quelque chose comme le devenir. Comment on appelle en français, le devenir citrouille. Enfin, là, il y a un jeu de mots entre apothéose et ces néologismes qu'il invente. Hein. Mais il est très important aussi à cause de ces pièces, de ces tragédies, qui sont exemplaires du théâtre tragique latin, ayant une grande influence sur le théâtre classique français du XVIIe siècle, comme dans des pièces qui s'appellent Médée, Oedipe, Phèdre. Enfin, là, on voit beaucoup d'échos dans des pièces des Racines, par exemple, n'est-ce pas? Alors, enfin, c'est un auteur important pour nous aussi de ce côté-là. Mais enfin, je vous ai demandé de lire un peu sur ce traité qui s'appelle La vie heureuse, parce qu'il est mentionné dans des conversations entre Serge et Marc dans le livre de Yasmina Reza, Art. À la fin de cet exposé, on va voir exactement le moment, on va repasser cette partie, parce que je sais, le cours dernier, nous avons lu et discuté déjà cette partie de Art, où l'œuvre est mentionnée, mais je veux passer vite fait avec vous par les caractéristiques principales de ce traité, afin qu'on puisse essayer de penser quelles sont les raisons pour lesquelles Reza choisit de mentionner, enfin de faire ses personnages mentionner ce livre dans ce moment de la pièce. C'est bon? Alors, on va employer la traduction de Pierre Pellegrin ici. Et le traité commence avec ce paragraphe-là. Vivre heureux, Galion, mon frère, c'est ce que veulent tous les hommes, mais quant à discerner ce qui rend la vie heureuse, ils sont dans le ténèbre. Et il est tellement peu facile d'atteindre la vie heureuse que plus on est pressé de la rejoindre, plus on s'en éloigne, si l'on s'est trompé de chemin. En effet, quand la route conduit à l'opposé, notre rapidité elle-même augmente la distance. Il faut donc établir d'abord ce que nous devons rechercher. Puis il faut examiner en détail comment nous pouvons l'atteindre le plus rapidement, avec le souci de comprendre une fois que nous serons en chemin, si du moins c'est le bon, combien chaque jour nous abattons de besogne et dans quelle mesure nous sommes plus près de ce vers quoi nous pousse un désir naturel. Je pense que c'est ça. Enfin, vous avez vu que je vous ai envoyé une lecture en voix haute de ce livre, dans cette traduction-là.
ne sais pas si vous avez pu l'écouter. Et j'essaierai intéressé de le savoir parce que une des choses que je fais normalement dans mes cours, c'est utiliser des livres audio. J'ai l'impression que quand on écoute une lecture bien faite et qu'on peut par la suite la répéter, la lire aussi en voix haute, c'est une très bonne pratique aussi bien de l'écoute que de la prononciation. Alors, je ne sais pas si Sarah est arrivée, mais enfin, je pose la question à vous qui êtes là, parce que je ne vous vois plus. Je suis arrivée, je suis ici. D'accord. Valkyria et Marina. Marina, si vous avez essayé de faire cet exercice, qu'est-ce que vous avez trouvé de ça? Vous m'écoutez? J'ai eu des problèmes techniques, mais bon. J'ai fait ça. J'ai lu le livre en écoutant l'audio. Alors, j'aime faire ça. Et la lecture, mais bon, les audiolivres, il y a des fois, certaines fois, ils ne sont pas bien faits, n'est-ce pas? Mais celle-ci, il était bien fait, il était bien fait. Il y a une certaine dramatisation et tout ça. Ce n'est pas, c'est un monologue, n'est-ce pas? Même si c'est en référence, non, c'est pas ça. S'il y a une personne à laquelle il parle, mais j'ai fait ça et c'était super, super, super. J'ai même fait des remarques, des phrases que je trouvais problématiques et intéressantes en même temps. Très bien, merci Sarah. Valkyria et Marina, vous avez essayé. Sinon, je vous conseille de le faire après. Nous avons à la fin de l'année 2 semaines entre un cours et l'autre. Et alors, c'est un temps suffisant pour essayer d'écouter quelques minutes par jour. Hein. L'œuvre au complet, elle fait 1h30 de lecture. Si vous écoutez, disons, 10 minutes par jour, à mon avis, c'est une très belle pratique et vous arrivez à l'écouter au complet. Hein. C'est bon. Si personne... J'ai Vas-y. vu aussi, oui. Et j'aimais beaucoup, la lecture est très fluide. Et c'est très bon de lire en train d'écouter. Je pense que c'est plus facile de comprendre. Je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord, Marina. À mon avis, et je vous conseille après, c'est pas notre cours, de fréquenter un site qui s'appelle littératureaudio.com. Je vais vous passer ce site après, mais c'est un site où il y a plus de 8000 livres français en version audio. Alors, 8000, c'est beaucoup. Hein. Enfin, quand je dois lire un livre en français, la première chose que je fais normalement, c'est chercher sur littérature audio. Normalement, ce sont des livres plus anciens. Mais il n'y a pas seulement de livres en français, n'est-ce pas? Il y a Harry Potter, il y a H.P. Lovecraft, il y a des autres. Bon, il faut être célèbre, alors il n'y a pas de femmes, pas beaucoup de femmes. Pas beaucoup. Ça, c'est terrible, mais il y a beaucoup d'audio. Oui, là, on va parler un peu de ça aussi, mais là, c'est la faute, disons, de la littérature, en quelque sorte, de la littérature française en spécifique. C'est ça, la quantité de femmes dans des sites, surtout parce que c'est ça, comme ce sont des livres déjà sans droit d'auteur, n'est-ce pas, qui sont déjà tombés dans le domaine public, il y a une quantité beaucoup plus large d'hommes que de femmes, pas sans doute. Mais à mon avis, comme Marina suggérait, quand on écoute la lecture et qu'on peut voir l'intonation des phrases, quand la lecture est bien faite, c'est beaucoup plus compréhensible, c'est beaucoup plus clair quelquefois que quand on lit seulement. Hein. Alors, je vous incentive d'essayer de suivre cette pratique. Elle est très bonne.
Enfin, on continue. Alors, comme Sarah dit, hein, la vie heureuse, un dialogue, n'est-ce pas? Enfin, là, c'est une question, vraiment, parce que, comme dit Pellegrin, qui est le traducteur qui signe l'introduction de ces livres, loin de prendre le dédicataire de l'ouvrage, qui dans ce cas est Gallion, son frère, qui était un gouverneur, enfin, d'une province romaine à l'époque, comme interlocuteur fictif, en effet, dans la vie heureuse, Sénèque s'adresse d'abord à un interlocuteur philosophe qui défend des thèses épicuriennes, puis aristotéliciennes, puis à quelqu'un sans formation philosophique qui partage une sorte de haine commune contre le philosophe. Alors c'est ça, c'est comme si ce dialogue fictif, il changeait à chaque moment d'interlocuteur. Nous avons la voix de Sénèque et quelquefois, enfin, entre guillemets, la voix de quelqu'un qui s'adresse à lui. Et que ce sont de philosophes différents et quelquefois une personne de la foule à laquelle il s'adresse au début du livre, comme on va parler bientôt. Justement, l'œuvre débute par une invective très violente contre le peuple et toute forme de popularisme, voire même démocratisme. Et là, il y a ce sujet qui est l'aristocratisme caractéristique des œuvres anciennes. Beaucoup d'elles sont très antidémocratiques. Et ce début de la vie heureuse suggère exactement cela, n'est-ce pas? Parce qu'il va nous dire aussi longtemps assurément que nous errons en tous sens, en ne suivant d'autres guides que le tumulte discordant et les cris des gens qui nous appellent des divers côtés, notre courte vie sera consumée en errance, même si nous nous efforçons nuit et jour d'acquérir un esprit juste. Alors, il s'agit là d'une critique directe de l'idée que s'appuyer sur le peuple, sur la vision, la vie, les opinions communes est une erreur, est un problème. Il s'agit d'un faux guide, d'un faux repère et qu'il faut éviter à tout prix de le faire. C'est bon. Là, il y a peut-être un sujet qui est déjà en dialogue avec ce que Serge, dans la pièce Yasmina Reza, suggère quand il fait allusion à cette œuvre. Possiblement. On va en discuter bientôt, c'est bon? Mais enfin, quand on parle stoïcisme, il faut penser à cette idée de souverain bien dans cette philosophie. Et vous avez compris que le souverain bien, il est en quelque sorte l'idée de se guider par la nature, par une raison qui, en quelque sorte, est la responsable de faire que les choses soient telles qu'elles sont. Alors, il y a un certain commodisme, en quelque sorte, une certaine accommodation pour le stoïcisme à l'égard des choses, telles que les choses sont maintenant. C'est bon? Et c'est pour ça que Sénèque, vous voyez, je fais toujours référence aux parties du texte d'après la notation ancienne. C'est bon, alors quand je dis la vie heureuse 3.3, c'est chapitre 3, paragraphe 3, au chapitre 3, enfin, je ne sais pas comment dire, mais partie 3. C'est bon? C'est plus facile de trouver dans le texte ancien, dans n'importe quelle traduction, dans n'importe quelle version, quand on fait l'allusion comme ça. Alors, c'est comme on fait la référence dans des cours de philosophie antique, dans des cours de lettres classiques, etc. Et voyez, Sénèque nous dit, pour l'instant, et il y a accord de tous les stoïciens sur ce point, je donne mon assentiment à la nature. N'est pas s'en écarter et se modeler sur sa loi, et son exemple, c'est là la sagesse. Une vie heureuse est donc celle qui est en accord avec sa nature, ce qui ne peut arriver que si d'abord l'esprit est sain, c'est-à-dire en possession perpétuelle de sa santé, ensuite s'il est fort et vigoureux, puis très beau et résistant, adapté aux circonstances, soucieux sans être inquiet de son corps et de ce qui s'y rapporte, attentif enfin à d'autres choses qui interviennent dans la vie sans en admirer aucune, usant des biens de la fortune sans en être l'esclave. Alors vous voyez, il y a un idéalisme très grand
dans l'idée d'être avec la nature, de suivre la nature. C'est comme si les capacités d'un être humain devraient être les plus extrêmes, le plus développées, si l'on suit vraiment le cours de la nature. Alors, on doit être forcément fort, vigoureux, beau, résistant, adapté, etc. Mais sans s'y attacher. Ça, c'est très important. Parce que si nous avons le devoir de nous développer en suivant l'exemple de la nature, alors on ne mangeons pas trop, on ne buvons pas trop, on dormons la quantité suffisante, etc. On ne doit jamais lier notre bonheur, notre, disons, capacité de nous sentir bien avec nous à ces données qui sont en quelque sorte extérieures. La santé, la beauté, les conditions matérielles, la nourriture, jamais. Et bon, c'est ça, être sage pour un stoïcien, c'est reconnaître que nous devons faire ce que nous pouvons faire et jusqu'au point où les conditions dépassent nos conditions, cela ne nous regarde plus. On doit se contenter à la réalité telle qu'elle est. C'est bon? Vous me comprenez jusque-là? Enfin, ça, c'est le plus important, disons, comme idéal du stoïcien pour comprendre ce qui est derrière l'argument principal défendu par Sénèque ici. Et cette vision stoïque ou stoïcienne, pour citer ici Pellegrin, elle travaille avec une idée de système divisée en 3 parties, la logique, la physique et l'éthique. Et l'illustration de cette idée de système pour le stoïcisme, qui a été peut-être la première philosophie à développer cette idée de systématicité, elle est très célèbre et il s'agit de cette comparaison selon laquelle la philosophie serait comme un champ dont la logique est le mur d'enceinte, c'est-à-dire c'est ce qui garde, c'est ce qui, en quelque sorte, délimite, définit le champ de connaissance, pendant que la physique serait la terre et les arbres. Alors la physique est tout ce qui pousse, est tout ce qui naît, est tout ce qui grandit, pendant que, dans la nature, alors, pendant que l'éthique serait les fruits. Alors l'éthique est le couronnement, en quelque sorte, de ce système philosophique. On doit travailler sur la logique, c'est-à-dire la capacité d'argumenter, la capacité de bien comprendre les raisonnements. On doit travailler sur la physique pour comprendre comment la nature marche. Et tout ça doit être couronné pour un effort de se comporter de telle sorte que notre comportement soit en dialogue avec la nature, avec la raison, et qu'on soit finalement heureux de cette sorte-là. C'est bon, alors, il y a une compréhension de la totalité de l'existence à partir d'une idée forte de raison, comme si cette raison guidait tout. Absolument tout ce qui se passe parce qu'il y a une grande raison derrière. Et si nous ne la comprenons pas à un certain moment, la faute, c'est à nous. La faute, ce n'est pas à la raison, ce n'est pas aux choses, ce n'est pas au monde. Le monde est guidé par la raison. Si on a la capacité de s'éloigner suffisamment, on va comprendre qu'il y a une raison derrière tout ce qui passe. Et je ne sais pas ce que vous trouvez de cette vision de monde. Elle, à moi, n'est-ce pas, à mon avis, elle semble un peu idéaliste, un peu optimiste même, mais elle nous offre la capacité d'avoir quelquefois des insights très intéressants. Hein. On est capable de voir quelque chose très intéressant, comme dans ce moment du traité où il dit « toute cruauté vient d'une faiblesse ». J'ai mis même le latin, n'est-ce pas, pour ceux qui l'étudient, « omnis enim ex infirmitate feritas est ».
Alors, là, je vous demande, qu'est-ce que vous trouvez de la vision stoïcienne de la vie, des choses, et de cette phrase en particulier, parce qu'à mon avis, elle est une phrase, enfin, qui donne à penser, en quelque sorte. Je vous écoute. Je vais parler alors. Tu veux parler, Marina? Je sais pas. Si. Mais bon. Même je pense plein de choses, n'est-ce pas? Je connais plus Sénèque à cause de pièces, à propos de pièces, parce que j'ai traduit Médée, une partie de Médée. Alors, je pense qu'il est meilleur avec les pièces. Au moins un tout petit peu, n'est-ce pas? Il y a des phrases, il a fait honneur à Médée, je pense, à sa figure. Et j'ai trouvé, bon, très intéressant et importante cette question de système, n'est-ce pas, des trois parties. Ça fait du sens dans l'Antiquité, dans la période de Sénèque, je pense. Mais la chose que j'ai vu partager, j'ai même fait des remarques ici. C'est chapitre 8, je pense. Non, c'est pas ça. Un moment. La chose que j'ai trouvé la plus importante pour moi, c'est la question de la liaison avec la nature. Être heureux, heureuse, c'est avoir le contact avec la nature. Et comme vous voyez, c'est nuit, mais j'habite dans une maison qui y a plein de nature, plein d'arbres. Alors, j'aime bien. C'est ça, j'ai trouvé. C'est dans le chapitre 8, numéro 1, qu'il dit, je cite, « Car c'est la nature qu'il faut prendre comme guide. C'est elle qui la raison observe. C'est elle qu'elle consulte. C'est donc la même chose que de vivre heureux ou heureuse et de vivre selon la nature. » Bon, il y a des autres choses que je ne vais pas faire de remarques ici que je trouve très problématiques, mais à mon regard contemporain, n'est-ce pas? Mais celle-ci, je trouve très intéressante. Elle m'a fait penser à ça. M'a fait penser. Pas seulement cette petite phrase, mais tout ça qui vient avant, n'est-ce pas? Cette simplicité, je ne sais pas comment on dit, mais cette liaison. Mais qu'est-ce que c'est la nature? Alors, c'est difficile de dire aussi. Très bien, merci beaucoup, Sarah. Là, on note sans doute l'importance de la réflexion cynique pour le stoïcisme, n'est-ce pas? Les cyniques avaient cette idée de prendre des animaux comme guide pour le comportement humain, par exemple, et ce n'est pas de l'ordre d'une sortie de la culture, ni d'une sortie de la vie en société, mais c'est d'apporter la nature à la société de sorte que la société comprenne combien folle elle est quelquefois, combien bizarrement elle se comporte quelquefois. Et quand, par exemple, Diogène faisait certaines de ses performances, c'était exactement dans ce sens-là. C'était de prendre l'exemple de la nature pour exhiber, pour mettre au ridicule finalement la société. Et les stoïciens, ils se comportent un peu comme ça aussi. Alors, très belle remarque. Merci. Je ne sais pas si les autres veulent ajouter quelque chose. Peut-être à partir de cette idée que la cruauté vient d'une faiblesse. Marina, vas-y. Oh, Valkyria, je ne vous vois pas. C'est intéressant les concepts de la nature qui c'est complètement différent dans l'école philosophique. Qu'est-ce quelque chose les personnes comprennent pour la nature, c'est une chose complètement différente. Et il y a une relation des stoïciens avec le cynisme parce que il y a une tradition, mais c'est complètement différente, par exemple, de l'épicurisme.
épicurien, qui recherche la nature aussi, mais comprendre une chose complètement différente. Et c'est intéressant comprendre exactement que quelque chose signifiait pour les stoïciens. La raison a un rôle très important. Et je n'aime pas les descriptions des stoïciens à conformisme parce qu'il y a une raison et cette raison est physique et logique aussi. Et c'est très important. Peut-être les idées de système, dans les stoïciens, c'est le principe. Non. Dans les stoïciens, c'est la principale école que le système philosophique, l'idée de système, c'est important. Par exemple, pour Platon, c'est complètement possible lire un dialogue, étudier un dialogue. Mais, de l'autre côté, avec les stoïciens, c'est impossible d'étudier la éthique sans la logique et la physique aussi. Et c'est très intéressant. Quelque chose, c'est nature. J'ai déjà regardé une description des systèmes dans les organismes vivants, que eu não vou saber em francês, mas l'analogie, c'est avec les animaux, os ossos, a carne, a pele. Cette idée de système, c'est em toutes les choses. Il y a une raison em toutes les choses. Et je pense que ce n'est pas une question de conformité, mais de compréhension de la raison de le cosmos, de le monde. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est très bien que tu aies parlé de la question des mots, n'est-ce pas, des concepts, parce que, à mon avis, Sénèque s'adresse à ce problème à un certain moment de ce traité, exactement, quand il va parler d'Épicure. Parce que à ce moment du traité, enfin, on va passer rapidement par ça aussi, mais il dit les gens ne comprennent pas bien Épicure, parce que ce qu'il appelle plaisir, ce n'est pas ce que les gens comprennent normalement par plaisir. Il a une idée très haute, très élevée de ce qui est plaisir, parce que plaisir va avec vertu, qui va avec bien. Alors, ce qui Épicure défend, et les épicuriens aussi, c'est beaucoup plus proche de ce que nous, stoïciens, défendons, même si le vocabulaire est autre. Alors, toi, tu as tout à fait raison. Quand quelqu'un dit nature, s'il est stoïcien, ça veut dire une chose. S'il est épicurien ou épicuriste, ça veut dire une autre chose. Très bien. Et cette idée de système, si on commençait à parler de ça, n'est-ce pas, enfin d'une raison derrière le système, on pourrait même arriver à Kant dans sa troisième critique, n'est-ce pas, où il va parler d'une conformité aux fins, comme une façon de penser à une téléologie de la nature. Hein. La troisième critique du jugement, la critique du jugement, elle traite justement des effets, enfin, des phénomènes aujourd'hui on dirait biologiques, n'est-ce pas? Alors, très bien remarqué, Valkyria, merci. En continuant, là, enfin, peut-être premier problème auquel Sarah faisait allusion quand elle a fait sa dernière remarque, j'ai intitulé La raison et ses exclusions 1. Là, je cite Sénèque. Puisque j'ai commencé de traiter de la question largement, peut-être dit heureux celui qui n'a ni désir ni crainte, mais grâce à la raison, puisque les pierres, elles aussi, ne sont pas sujettes à la crainte et à la tristesse, et de même pour le bête. On ne saurait pour autant appeler heureux les êtres qui n'ont pas l'intelligence du bonheur. Là, enfin, il dit que ne pas avoir désir ni avoir crainte n'est pas suffisant pour être considéré heureux. Il faut avoir la raison de son bonheur, c'est-à-dire il faut être capable de le comprendre, de le voir,
d'exercer en quelque sorte notre action d'une façon, comment dire, réfléchie. Il faut être capable de réfléchir sur ses propres actions et d'agir selon cette réflexion. Alors, vous voyez, il exclut spécifiquement, enfin explicitement, les brutes, les bêtes, les pierres, enfin. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la place des animaux dans un humanisme de base stoïcienne? Si les animaux sont dépourvus de raison, d'après la vision de quelqu'un qui est stoïcien, est-ce qu'ils se trouvent, enfin, où est-ce que les animaux se trouvent? Qu'est-ce qu'un stoïcien ou quelqu'un qui défend ses idées croit être possible de faire avec un animal, puisqu'il, justement, est dépourvu des raisons, il est dépourvu de ce qui définit l'homme tel qu'un homme. Enfin, si vous voulez dire quelque chose, vous êtes invité à le faire, sinon je continue. C'est seulement une provocation. J'ai juste un commentaire à faire à ça. Vous Oui, savez bien que la philosophie ancienne et moi, c'est une grande catastrophe, mais ayez bien cette idée en tête d'une idée d'animalisation de la relation maître-bête, je ne sais pas, pour réfléchir à la fin du livre, pas de spoiler, mais peut-être aussi aux relations entre les amis. Est-ce que Marc voit Serge comme une personne capable de raisonner? Est-ce que Serge voit Marc comme une personne capable de raisonner? Et est-ce qu'il voit Yvan d'une manière différente? Donc, essayez de voir ça dans la pièce aussi. Merci beaucoup pour le commentaire, hein, Lala, parce que à mon avis, c'est ça. Il y a, quand Reza choisit d'appeler cette œuvre, à mon avis, il y a plusieurs couches d'interprétation possibles, enfin, dans notre compréhension de ce qu'elle fait. Et à mon avis, tu as tout à fait raison quand tu rappelles ce genre de rapport. Merci. Je ne sais pas si les autres veulent commenter quelque chose, hein. Le micro est ouvert. J'ai pensé à ces choses-là, mais bon, parce que maintenant que j'ai étudié un peu sur la philosophie ou la théorie du spécicisme, alors je vois toutes ces liaisons partout, cette hiérarchie, les relations de pouvoir. Et j'ai même commencé à penser à propos de ces choses que tu as dit maintenant. Il y a des phrases, par exemple, que Marc dit à Serge. C'est une façon de dire, ah, mais il est un bon garçon, mais il a toute cette chose avec l'art contemporain, les choses qui ne vaut pas la peine. Alors, et Yvan est considéré, je pense, par les deux comme pas un homme avec la raison, un homme avec l'âge majuscule. Mais je pense que les deux, Serge et Marc, voient, voyez, Yvan comme pas un animal, mais il est dans un lieu, dans cette hiérarchie, un endroit plus bas, je pense. Et bon, je n'ai pas de phrases, mais il y a des phrases que j'ai pris des notes qui nous disent ça, n'est-ce pas? Même quand les deux se débattent, se discutent beaucoup, quand Yvan dit une chose qui va contre, les deux, pardon. Les deux s'ajoutent contre Yvan. Pardon. Non, mais c'est très bien, Sarah, merci. Et souvenons-nous aussi que où sont les femmes dans cette pièce? Comment elles sont appelées? Est-ce qu'elles peuvent parler? Est-ce qu'elles peuvent penser? Est-ce que l'art est féminin ou masculin en français? Oui. Et qui peut parler? Qui peut la démocratiser? Oui. Oui.
Nous avons parlé ça un peu la semaine dernière, n'est-ce pas? Sur ces sujets de comment elles... Parce qu'elles sont là, mais d'une façon très spécifique. Pas? De la même façon que la femme est dans cette œuvre de Sénèque, que j'ai fait des remarques toutes les fois que le mot femme est là, et sont terribles. Est terrible. Parce que, mais bon, je ne vais pas rentrer à ça. Non, c'est très bien. Hein. Seulement, vous prévoyez en quelque sorte où l'argument va, parce que c'est exactement ça dont on va parler maintenant. Pardon, je saute, après je reviens, seulement pour continuer ce que vous avez dit. La raison et ses exclusions 2, alors, à ces moments, Sénèque, la personne qui écrit le traité, n'est-ce pas, le narrateur en quelque sorte, il parle des épicuriens et en ces moments, il dit ça. C'est pourquoi je n'adhère pas à ceux qui disent, la plupart des nôtres, les stoïciens, que l'école d'Épicure est maîtresse des ignominies, mais je dis ceci. Elle a mauvaise réputation et elle est décriée, mais c'est immérité. Quelle sorte d'homme peut le savoir, sinon celui qui a été admis à l'intérieur de l'école? Sa façade en elle-même prête à la calomnie et suscite un espoir mauvais. Cela est comparable à un homme viril vêtu d'une robe de femme. Ta pudeur est préservée, ta virilité est sauve, ton corps est dispensé de toute honte, mais tu as le tambourin en main. Alors, c'est exactement ce que vous suggériez tout à l'heure, cette hiérarchisation des êtres. Alors, les hommes qui ont la raison, les animaux qui ne l'ont pas. Maintenant, les hommes qui, en quelque sorte, ont la raison, les femmes qui ne l'ont pas. Enfin, même si les stoïciens sont peut-être le plus progressiste des philosophes anciens, Platon, quelquefois, il a un certain regard plus progressiste aussi à l'égard de femmes, mais enfin, quand on prend en compte ce qui était, disons, la normalité entre les sociétés anciennes, mais même pour les stoïciens, même pour Platon, il y a une hiérarchisation très claire entre l'homme comme le vrai sujet, la femme comme son objet. Lala a dit l'animalisation, n'est-ce pas, des personnages. Là, on peut parler de l'animalisation de la femme, puisque cela est en quelque sorte incarné dans la langue latine elle-même. Dans le grec, on pourrait essayer de chercher des questions comparables, mais en latin, virtus, est du même radical, de la même racine que virilité, virilitas, c'est-à-dire la capacité d'être un homme mâle, c'est pas d'être un wir ou un vir. Et cela nous dit beaucoup. Hein. Quand on dit vertu comme quelque chose positif, c'est toujours positif, c'est comme si on disait, d'accord, quelque chose d'un homme mâle, c'est pas du sexe masculin, c'est ça. Alors, vous avez tout à fait raison. Ces exclusions qu'on trouve dans la pièce, mais qui sont en quelque sorte justement problématisées dans la pièce, elles font partie d'un système auquel Sénèque appartient, auquel nous pourrions dire peut-être la pensée occidentale, la philosophie occidentale. Enfin, je ne parle pas de l'orientale parce que je ne la connais pas, mais notre culture, d'une façon générale, continue à l'être. C'est bon? Alors, enfin, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Le micro est à vous. Sinon, je reviens à l'exposition. Non? D'accord. Enfin, de toute façon, j'ai trouvé cette métaphore très claire hein, de ce que nous voulions, enfin, en quelque sorte, traiter aussi dans cette pièce, que c'est un homme vêtu en robe de femme. C'est pas comme si le vêtement
lui-même contenait déjà quelque chose de la bassesse des femmes. Enfin, je ne vais pas lire toute cette citation-là qui parle de la structure de l'œuvre, mais à mon avis, ce que Pellegrin remarque est important, ce qui est l'œuvre, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie où il s'adresse à ces questions-là à propos du bonheur, de la raison, et il discute avec les épicuriens et ensuite avec les aristotéliciens. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'œuvre, il va prendre un seul de ces choses qui sont préférées, qui sont par exemple la richesse, la santé, la beauté, et qui sont justement préférées parce qu'elles sont bonnes, mais elles ne sont pas bonnes en elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne doivent pas être capables de influencer le bonheur de quelqu'un vraiment sage, mais un sage peut préférer la richesse à la pauvreté, peut préférer la santé à la maladie, par exemple. Et dans la deuxième partie du traité, il va choisir un de ses préférés, une de ses choses préférables, en quelque sorte, c'est la richesse. Il va se concentrer sur les accusations qui sont faites contre lui, Sénèque, parce qu'il n'est pas riche, il est richissime à Rome, il est une espèce de milliardaire à Rome, et beaucoup de critiques sont faites contre lui parce qu'il dit que la richesse n'est pas importante pour le bonheur, quand il dit qu'avoir beaucoup de propriétés ne dit rien à propos de la réalisation d'une vie heureuse et tout. Alors, il est fréquemment accusé d'hypocrisie. Et c'est à ça qu'il va s'adresser dans la deuxième partie de son œuvre. C'est bon? Avant de passer à ça, je partage avec vous rapidement cette question du conflit des écoles philosophiques. Elles ne sont peut-être, enfin, c'est un sujet qui n'est peut-être pas connu de gens qui étudient la philosophie ancienne, mais il est intéressant de penser que il y a quelques écoles philosophiques à ce moment de l'histoire, c'est pas au 1er siècle après Jésus-Christ, alors qu'il y a déjà un empire romain. Il y a les aristotéliciens, aussi appelés péripatéticiens, il y a les stoïciens, il y a les épicuriens et encore les cyniques. Je crois que les cyniques ne forment pas école, mais enfin, ces écoles se disputent le pouvoir. C'est bon, se disputent des places auprès des empereurs, se disputent des places dans, des écoles, littéralement, dans des institutions de savoir. Et ce que Pellegrin commente, c'est que dans les luttes que ces écoles mènent entre elles, les sectes ne font pas que s'affirmer, elles se forment aussi. Ainsi, le stoïcisme s'est-il formé au cours de son histoire par le biais des deux affrontements principaux, c'est-à-dire par la perspective, par la direction des deux affrontements principaux. Du point de vue épistémologique, il a précisé sa doctrine en répondant aux attaques de l'académie sceptique, comme on l'a dit plus haut, du point de vue moral, en répondant aux critiques des épicuriens et en s'opposant violemment aux thèses épicuriennes. Alors, quand j'émène cette information-là et je la partage avec vous, c'est pour dire qu'à cette époque, il y avait une espèce de dispute très grande. Comme aujourd'hui, on peut penser, disons, des écoles préparatoires pour la fac au Brésil. Il y a des noms qui sont connus et qui se disputent une place. Et elles se forment à partir de cette dispute même. Cette situation a été ridiculisée en quelque sorte par un pamphlet de Lucien qui s'appelle « Les sectes à l'encan », où il met dans une espèce de vente, une espèce de shopping center en quelque sorte, des philosophes, et le philosophe essaie de convaincre le public pourquoi il doit être acheté. J'ai eu le bonheur et aussi l'honneur de traduire ce dialogue en portugais. Et je l'ai appelé Vendinhas de Lifestyles.
dans des buts, comment dire, satiriques, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant de penser à ça parce que Sénèque pourrait être un petit peu ridiculisé par Lucien dans ses pamphlets. Il ne l'est pas. Enfin, Lucien, il choisit les philosophes grecs, non pas les philosophes latins. Mais il est intéressant de penser à ça parce que justement, quand quelqu'un regarde du dehors ces discussions, qui quelquefois sont très théoriques, on peut se demander, mais putain, de quoi parle-t-il finalement? Quelle est la différence? Et ça, c'est intéressant de penser. Hein. Quelle est la différence finalement entre toutes ces discussions très théoriques? Ah. C'est bon. Enfin, Oui, il y a vas-y. une chose intéressante quand nous étudions les stoïciens dans la fac en philosophie, parce que Sénéca, c'est dans une période plus tard de la pensée philosophique. Et quand nous étudions les stoïciens, nous étudions des Grecs, part, et il n'y a aucun rien d'écrit. Et nous étudions pour les fragments, les petits textes d'autres écoles qui critiquaient. C'est intéressant parce que c'est possible voir exactement quel type d'école les personnes qui parlent, qui critiquaient les stoïciens, si é néoplatonicien, si é aristotélien ou sceptico. C'est très, très intéressant, les questions matérielles de l'étude. Très bien, merci beaucoup Valkyria. Ça, c'est une donnée que je n'ai pas mentionnée, mais c'est très importante. Hein. Beaucoup de ces sources, elles ont été perdues, hein. Beaucoup de ce matériel. Et alors, étudier d'après des fragments, il y a toujours ce problème, n'est-ce pas? Parce qu'on appelle fragments aujourd'hui, mais ce ne sont pas des fragments la plupart du temps, hein. Ce sont des citations. Alors quand quelqu'un dit « Ah, mais Épicure a dit ceci », enfin, et comme Valkyria suggère, le problème, c'est chacun a sa propre agenda, hein. Chacun a ses propres intérêts. Et quand on cite quelqu'un, cela n'est jamais gratuit, cela n'est jamais neutre, n'est-ce pas? Oui, et c'est avec ça que je pense. Pourquoi Serge a suggéré ça à Marc, n'est-ce pas? Les Sénèques! Allez, les Sénèques, là! Et alors, je pense à ça, n'est-ce pas? Pourquoi cette œuvre? Ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Pas seulement à l'intérieur de l'œuvre, de la pièce, mais je pense qu'il y a aussi dans des idées que Reza veut jouer, veut débattre, veut mettre à cause, n'est-ce pas? Très bien, je suis totalement d'accord. À mon avis, c'est exactement ça. Ce n'est pas gratuit. On va arriver bientôt à cette partie de l'œuvre de Reza. On va essayer de la relire pour suggérer des hypothèses de compréhension. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Et là, en arrivant à la fin du traité de Sénèque, comme je suggérais tout à l'heure, il y a la question morale liée aux richesses de Sénèque lui-même, hein, comme auteur empirique, parce que la plupart des commentateurs n'ont pas de problème de dire ça, c'est un écrit très autobiographique. Il parle de ses propres problèmes, disons, de ses propres questions, comme un philosophe, ou enfin quelqu'un qui veut essayer de pratiquer la philosophie, mais qui est en même temps non seulement un homme d'État, alors très lié aux affaires publiques, mais aussi un homme richissime, très riche, très riche. Un premier problème de richesse de Sénèque serait l'accumulation sans cesse d'argent et les efforts demandés par cette accumulation. Du point de vue philosophique, est-ce que ces efforts valent la peine? Est-ce qu'il vaut la peine se concentrer tellement sur l'accumulation de l'argent au point où Sénèque arrive? Il ne traite pas de cette question, hein. Il évite de parler
de l'effort d'accumulation. Quand on lit son traité, on a l'impression que l'argent arrive, hein, que l'argent vole et qu'il dit « Ah non, enfin, il n'y a pas de culpabilité d'être riche, enfin, les choses sont telles qu'elles sont. » Mais enfin, quand on comprend l'histoire de Sénèque, et elle est racontée en plusieurs traités, enfin, il est mentionné par exemple par Tacite dans les Annales, il y a une vie de Sénèque écrite par Plutarque. Alors, on sait que ces façons de gagner l'argent ne sont pas toujours très honorables. Et l'autre question est encore plus complexe. La richesse de Sénèque vient en large partie de ses services comme précepteur et conseiller de l'empereur Néron. Lorsque Néron commence à perpétrer des crimes, et ce sont des crimes véritablement horribles, hein, quelquefois il tue des personnes seulement pour en prendre leur argent, par exemple. La présence de Sénèque, un philosophe reconnu, auprès de lui, semble donner de l'autorité philosophique à ses actes, c'est-à-dire aux actes de ce tyran. Alors, qu'est-ce que Sénèque peut faire? Parce que la question, elle est complexe, puisque si Sénèque se retire, il sera vu comme un ennemi par l'empereur, et s'il continue là, il est vu comme un complice de tout ce que l'empereur fait. Alors, c'est comme s'il était pris dans une espèce de piège dont il ne pouvait plus sortir, sauf avec la mort. Et c'est cette interprétation qui est proposée par Pellegrin dans l'introduction qu'il écrit. Il dit Sénèque a été victime de ses décisions. Il voyait il avait beaucoup d'espérance à Néron comme une espèce de gouverneur éclairé, comme une espèce de roi philosophe, pour parler d'une façon platonique. Et quand ces espérances ont été échouées, ont été déçues en quelque sorte, il n'y avait plus de sortie pour lui. Enfin, c'est une question. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Si vous avez déjà étudié un peu Sénèque, un peu ces conditions-là de l'histoire antique. Mais à mon avis, cette interprétation de Pellegrin a été intéressante. Elle a été attirante. C'est bon? Parce que justement, ce qu'il suggère, c'est que la vie heureuse, quand elle parle de l'argent dans sa deuxième partie, il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit finalement du pouvoir. Et à mon avis, ce que Pellegrin dit ici à la fin de cette citation est très intéressant. Il dit « Sénèque a douloureusement vécu un démenti important à la théorie stoïcienne des préférés. Dans la position qui est la sienne, il est parfois, sans doute souvent, peut-être toujours, impossible de faire un usage correct de ce préféré parce qu'on ne peut le posséder sans qu'il nous possède. » Alors, je ne sais pas si vous suivez l'argument, mais l'idée suggérée par Pellegrin, c'est que peut-être cette idée de préférable à être riche est préférable à être pauvre. Être puissant est être préférable à être impuissant. Être sain est préférable à être malade. N'est-ce pas une question de préférence seulement? Parce qu'elle devient finalement une question qui guide les options de vie d'une personne et qui finalement, elle maîtrise les personnes. Et de ce point de vue, les stoïciens auraient manqué d'une capacité de vision psychologique de l'être humain. Vision psychologique qui ne manque pas, par exemple, à Platon ou à Aristote, qui connaissait bien, disons, les tentations du pouvoir, connaissait bien les tentations de la richesse, etc. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si cette idée de préférence, elle peut marcher en quelque sorte, ou si finalement, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Oui, hein, parce que notre inconscient, en quelque sorte, hein, guide beaucoup plus notre action que cette idée de raison stoïcienne admet, finalement. Oui, mais l'inconscient n'existe pas à cette époque. Hein.
Il y avait déjà Platon hein, qui avait fait la tripartition de l'âme. Valkyria est là, elle peut nous aider. La tripartition de l'âme, à mon avis, hein, là c'est moi qui dis, je ne sais pas ce qu'ils disent à la philosophie, mais à mon avis, c'est une anticipation de Freud très forte. Hein. Freud parle de id, super-ego et ego, n'est-ce pas? À mon avis, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a beaucoup d'échos, hein, beaucoup Des d'échos, réminiscences. des réminiscences en quelque sorte. Réminiscences, oui. C'est bon. Ouais, Oui, je, vas-y. désolée. Je ne sais pas si je ai compris les arguments des pérégrines. L'idée est que les préférés, les fonctions, c'est ensemble de virtu. Là, il y a une confusion dans la préférée et la vertu elle-même. Oui, c'est ça. C'est que, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est que cette idée des préférés, elle corrompt la vertu. Parce que quand on a une préférence, par exemple, pour être riche, on commence à agir de sorte que on devienne riche. Alors, on commence à ne plus se soucier de la sagesse, du bien et donc de la vertu. C'est comme s'il voyait une espèce de conflit entre être vertueux et préférer être riche, et préférer être saint, et préférer être fort, beau, etc. Enfin, moi, j'étais convaincu par son argument. Je ne sais pas ce que tu penses. Peut-être tu peux essayer de penser après, je ne sais pas. Enfin, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ça parce que c'est ça. Je m'identifie personnellement à beaucoup d'arguments stoïciens, mais j'ai beaucoup de mal avec certaines de ces idées. Enfin, du point de vue personnel. Hein. Là, je parle d'identification personnelle. Ah. Mais c'est une chose intéressante, est-ce que les stoïciens sont les premières, je pense que c'est la première fois qu'il y a une catégorie d'indifférence dans l'éthique. Cette idée de que les choses extérieures, il n'y a pas domínio sur la âme. Je pense que c'est la première fois. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Et les préférences sont nécessaires parce qu'il y a un gap dans ce système. Oui, c'est ça, hein, parce que sinon, il serait très difficile de décider finalement, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord, cette idée d'avoir une certaine autosuffisance au-delà des facteurs extérieurs, elle me plaît bien. Enfin, disons que j'aime beaucoup l'idée d'ataraxie, n'est-ce pas? De ne pas se laisser affecter par ce qui est à l'extérieur. Enfin, ça, c'était un idéal, hein, c'est impossible finalement, parce que sinon, on arriverait à des folies, n'est-ce pas? Ah oui, moi aussi j'aimerais les choses Quel est le verbe que tu as utilisé? J'ai oublié. Me laisse? Non, me touche. Ah oui, l'extérieur, le monde me touche beaucoup. Oui, et toutes ces métaphores sont intéressantes. Hein. Toucher, c'est pas qu'est-ce qui est être touché. Enfin, là, c'est littéralement le toucher. Hein. Oui. Très bien. Ouais. Enfin, et alors, pour finir, Pellegrin suggère dans sa préface que derrière la vie heureuse, il y aurait le tragique d'une situation sans issue qui prive Sénèque de tout espoir de parvenir à la sagesse. C'est enfin, ce tragique que je vous ai expliqué, que c'est avoir parié sur un empereur comme un roi philosophe, devenir en quelque sorte dépendant de ce roi philosophe et découvrir que ce roi philosophe finalement est un tyran violent. Et donc ne pas pouvoir s'accomplir ni sortir de l'arrangement où il était entré. Les lectures traditionnelles regardent l'aveu de Sénèque de ne pas être capable d'arriver à la sagesse
dans le sens d'une humilité toute philosophique, celle que Socrate revendiquait déjà dans l'Apologie, quand il se demandait sur le sens de la proclamation de l'oracle de Delphes, selon laquelle il était l'homme le plus sage, le plus libre, le plus juste et le plus sensé. Enfin, cela est très connu, n'est-ce pas? Socrate n'arrive pas à croire qu'il est considéré par l'oracle de Delphes l'homme le plus sage. Alors, c'est justement parce qu'il doute de ça, qu'il commence à, en quelque sorte, demander aux gens, il commence en quelque sorte à faire des recherches pour savoir où la sagesse se trouve, et il ne dit jamais être sage. Cela n'est jamais dans la bouche de Socrate. Il dit qu'il cherche toujours la sagesse. Et ça, c'est de l'ordre d'une certaine humilité philosophique, de ne jamais se reconnaître comme accompli, comme parfait, mais toujours dans un cheminement, toujours dans un procès. Et l'aveu de Sénèque a toujours été lu comme ça, quand il dit « je ne suis pas sage, je n'arrive pas », mais Pélégrin, d'une façon peut-être un peu diabolique, suggère que l'aveu de Sénèque de ne pas pouvoir arriver à la sagesse est beaucoup plus lié à ses conditions historiques où il se trouvait, c'est-à-dire dépendant d'un tyran. C'est bon? Alors, que peut-on penser de cet aveu de Sénèque? Et je lis la dernière partie de l'œuvre La Vie heureuse, quand il dit, après reprendre les invectives contre le philosophe riche qui est lui-même, et écrit ceci: « Je t'aiderai plus tard dans tes invectives, et je me ferai plus de reproches que tu ne penses. Pour l'instant, je te réponds ceci: je ne suis pas un sage, et que ta malveillance soit satisfaite, je ne le serai même pas. Exige donc de moi, non pas que je sois l'égal des meilleurs, mais que je sois meilleur que les méchants. Cela est assez pour moi de retrancher chaque jour quelque chose de mes vices et de blâmer mes erreurs. Je ne suis pas parvenu à la guérison et n'y parviendrai même pas. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cet extrait, mais il fait penser beaucoup à cette thérapeutique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle autoajuda en portugais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si Lala sait, elle peut m'aider là. Mais enfin, dans la vidéo... Aucune idée. Aucune idée. C'est bon. Auto-aide ne me semble pas tout à fait correct. Non, ouais, c'est peut-être le type de mot qu'il utilise en anglais, un self-help peut-être. Mais de toute façon, la vidéo que j'ai partagée avec vous... J'ai déjà écouté self-help en français. Oui. Oui, ça semble penser, hein, ne pas admettre certains genres de littérature comme valables en français. J'ai écouté ça dans un débat si ce type de littérature est valable. Ah, d'accord, c'est ça. Mais vous avez vu, hein, la vidéo que j'ai partagée avec vous, où il y avait un mec bien réussi, un peu entrepreneur, ces types modernes et tout, et il essayait d'expliquer au public pourquoi lire Sénèque est très cool. Ce ton thérapeutique, self-help, est peut-être ce qui compte le plus pour la plupart des lecteurs aujourd'hui. Hein. Cette idée-là, enfin, je ne demande pas que je sois le meilleur, demande seulement que je sois meilleur que le pire, meilleur que le méchant. Enfin, ça aide notre conscience, n'est-ce pas? Notre conscience, comme ça, elle est allégée, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Et enfin, c'est terrible de dire ça, mais la réception de Sénèque aujourd'hui, elle est beaucoup plus de ce côté-là que du côté philosophique lui-même. Et ici, quand il dit « je ne suis pas un sage » et tout ça, il y a je me rappelais de Socrate un tout petit peu, mais d'une façon différente, n'est-ce pas? Parce que Socrate dit, parce qu'il est les gens, l'autre personne, l'oracle, dit qu'il est la personne plus sage au monde. Et il dit, non, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, ça, c'est la sagesse. Et il y a, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais... Juste un petit parenthèse qui n'a rien à voir. Je trouvais, ce sont des livres les livres de développement personnel. Ce qui est pire. Pas auto-aide, mais développement personnel. Mais là, c'est ça que j'ai à dire. Allez, continuez.
Non, mais très bien, merci beaucoup. Enfin, parce que je cherche toujours ce mot. Quelquefois, le sujet arrive. Développement personnel. Merci. C'est bon. Enfin, c'est très, oui, français et sénéchien à la fois, cette idée. Développement personnel. Mais enfin, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à propos de Sénèque. Sinon, on passe tout de suite à la lecture de l'extrait de Reza pour qu'on essaye de penser aux raisons derrière cette citation dans ce moment de la pièce. Marina, Il y a, vas-y. il y a une chose que c'est importante parce que alguns stoïciens reconnaissent elles-mêmes as sages parce que ils reconnaissent que les philosophies, c'est très, très difficile de pratiquer. Et la philosophie, c'est un chemin et c'est une chose que besoin de pratiquer tous les jours, mais c'est algum rien dit qu'il même c'est un sage. Et il y a les complètement différentes visions ou interprétations de qu'est-ce que c'est les concepts, les idées des stoïciens. Ils sont complètement différentes. Il y a une part dans les chapitres, le premier, je pense, au début de le livre, que Seneca dit qu'il va dire les opinions des autres stoïciens, il va dire lui-même opinion. Oui, très bien, très bien. Et à mon avis, cette espèce d'aveu stoïcien, il est lié à cette... enfin, on a dit Socrate, mais on pourrait dire Platon. Hein. Comme Platon fait le jeu de mots, philosophie, philie, sophie, n'est-ce pas, l'amour de la sagesse. Enfin, il y a des gens qui disent que c'est Pythagore qui a parlé ça pour la première fois. Mais en ne se reconnaissant pas en tel que sage, mais en tel que quelqu'un qui aime la sagesse, c'est justement cette reconnaissance-là, de l'impossibilité d'arriver à la sagesse, mais toujours du procès. C'est pas comme si le procès comptait beaucoup plus et finalement était la seule possibilité que le résultat final, parce qu'il n'y a pas de résultat final. Le résultat final, c'est la mort, que dans le cas de Sénèque, lui a montré comme un sage. C'est pas parce que Néron lui a exigé de suicider et il a accepté ça avec beaucoup de courage. Il n'a pas fait comme Cicéron, enfin comme d'autres qui ont fui. Il a accepté et il est mort comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Valkyria. Exactement ça. Et là, on passe à la référence de art à la vie heureuse. Je demande deux actrices pour interpréter Serge et Marc, des volontaires. Enfin, vous vous rappelez, chez Serge, alors c'est où le tableau Antrios se trouve, n'est-ce pas? Et qui veut être Serge? Je peux faire Serge. C'est bon. Et qui peut faire Marc? Quelqu'un? Ou quelqu'une plutôt? Marina, venez avec moi. Marina accepte? Elle peut pas, elle a des problèmes de connexion. Ah Mais... oui, elle ne... Pardon. Mais je peux y aller avec toi, Sarah, si tu veux. C'est toujours vous deux qui faites Serge et Marc. Oui. Cette fois-ci, je prends sa place. Merci, Lala. Vas-y alors, Sarah. Tu es prêt à rire? Si. Yves a aimé l'Antrios. Où est-il? Yves, L'Antrios. tu veux le revoir? Montre-le. Oh, je savais que tu viendrais. Il part et revient avec le tableau, un petit silence de contemplation. Yves a capté tout de suite. Bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sous cette œuvre.
La vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Il se saisit de la vie heureuse de Sénèque et le jette sur la table basse juste devant Marc. Lis-le, chef d'œuvre. Marc prend le livre, l'ouvre et le feuillette. Ah, c'est moi. Modernisme. Tu lis ça et tu n'as plus besoin. Modernissime. Ah oui, pardon. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise, qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends. Nouveauté de Françoise. Les enfants ont besoin de leur père. Je n'ai plus le temps de lire. Je suis obligée d'aller à l'essentiel. Comme en peinture, finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur. C'est de Iscori. Oui. Encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand. Très agréable. Qu'est-ce qu'il y a de flamand? C'est une flûte de Carcassonne. Oui, mes enfants, il y a un petit goût flamand. La fenêtre, la vue, peu importe. Il est très joli. Il ne vaut rien, tu sais. Ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'Antrios. Tu sais, je réfléchis. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de service? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui. Je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lysenec? Tiens, tu vois, par exemple, là, tu me dis Lysenec et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspérée. Rafa, t'as changé. Ah ouais. Je serais capable d'être exaspérée par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises Lysenec. C'est absurde. Non, non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. Je ne t'ai pas dit que je t'exaspérais. Tu as dit que tu pourrais. Oui, oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré. Et je le comprends. Parce que dans le Lysenec, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu me manques de sagesse. Et moi, je te réponds, Lysenec, c'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse. C'est vrai que tu manques de sagesse, car tu n'as pas dit Lysenec, mais Lysenec. C'est juste, c'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement. Tu manques d'humour, Marc. Tu manques d'humour pour les vrais, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'il faut, celui-là? Qu'est-ce qu'il faut, celui-là? Celui-là, incapable d'être à l'heure. C'est infernal. On a raté la science. Très bien. Merci pour l'interprétation, pour la passion. Hein. Il y a toujours... Pardon, je m'exaspère.
Oui, le personnage. Non, mais c'est bon, hein, ça fait partie de jouer, n'est-ce pas, un rôle. Merci beaucoup. Et pardon là, d'avoir passé là le truc avant, enfin, T'inquiète. question technique. Mais très bien. Comment interpréter alors cette référence à Sénèque lors de ce dialogue? Là, je veux vous écouter, enfin, tout simplement. Là, il n'y a plus de... Enfin, je n'ai plus rien prévu. Je veux vous écouter seulement parce qu'il parle de suffisance, par exemple, que c'est un thème important dans le traité de Sénèque. Il parle certainement de tranquillité, n'est-ce pas, d'être sûr de soi, d'être heureux. Et ce sont des thèmes qui apparaissent dans cette conversation. Mais alors, quelles sont vos hypothèses pour que, tout d'abord, Serge mentionne le bouquin? Qu'est-ce que vous pensez que Serge pense quand il dit « Ah, lis Sénèque, tu sais, c'est un chef-d'œuvre modernissime. » Juste Oui. pour vous souvenir que il a payé 20 briques dans les mots de marque, 20 000 francs à l'époque pour ce tableau. Un tableau blanc avec des lignes blanches. Comme j'ai dit avant, et maintenant j'ai oublié. Je pense que Sénèque, d'un côté, d'une première dimension, n'est-ce pas? Sénèque est ici comme cette les canons. Oh, j'ai oublié. Le canon. Oui, les canons. Oui, les canons. Oh, canon en grec. Mais comme une chose, alors quand on parle sur art, sur la littérature, qu'est-ce que c'est? On voyage à l'Antiquité, on fait cette référence, n'est-ce pas, à ce que s'est passé avant de nous. Et avec le débat des arts, il y a toute une tradition, n'est-ce pas? Il y a toute une chose. Et quand nous sommes ici, en France, alors Reza ne fait pas ça dans notre lieu, c'est en France, n'est-ce pas? Alors ça, c'est intéressant aussi de faire des remarques parce que je pense que Lee Sénèque, alors il dit chef d'œuvre. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas la chef d'œuvre de Sénèque, pas du tout. Mais et de cette façon, je pense que c'est ça, c'est une œuvre qui représente les canons d'une façon et représente ça. Alors, il dit ça et Marc dit, et Marc n'aime pas. Alors, qu'est-ce que Marc aime? Parce que s'il n'aime pas l'art contemporain, alors il aime les classiques. Mais non, Marc n'aime pas les classiques. Alors, il n'est pas une personne qui apprécie l'art. Alors, ça d'un côté. D'autre côté, il y a toute la phrase où il dit ça, c'est Françoise m'a dit pour faire mon devoir de père. Oh là là. Nouveauté de Françoise. Oui, nouveauté de Françoise. Quelle chose terrible, Françoise. Tu es une mère terrible, Françoise. Mais il dit ça, il dit, il n'y a pas de temps, alors il faut lire l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? Les classiques. Pas les contemporains, pas les modernes, c'est les classiques. Et ça, c'est un discours que j'écoute toujours, c'est pas? Moi-même, je suis une personne qui étudie les classiques, mais c'est pas ça, ça c'est problématique, au moins. Mais bon, j'ai parlé beaucoup. Non, mais très bon, très bien. Toi, tu touches à beaucoup de points intéressants. Et là, si on pense, pourquoi il appelle ce bouquin modernissime? Ce n'est pas moderne, il est modernissime, c'est-à-dire le plus moderne possible. On vient de discuter Sénèque. Hein. Quels sont les points qui semblent modernissimes pour Serge, pour qu'il conseille la lecture à son ami? Ne pas être énervé, hein? Ne laisse pas les choses de sérieux te toucher comme ça. Tu t'énerves beaucoup, il te manque d'humour. C'est bon, d'accord. Quelqu'un d'autre? D'autres idées là-dessus, à propos d'autre chose?
Marc a dit aussi, je suis désolée, Marina. Non, quoi? Une petite chose que je me rappelei, que c'est une part de la pièce, Marc a dit, a suggéré que Serge a acheté le tableau pour énerver à lui. Il a acheté pour les raisons de l'acheter, c'est pour énerver. Et c'est le centre de l'univers, c'est Marc, n'est-ce pas? Très bien, Valkyria, très bien remarqué. Oui, Marc voit comme si tout rôdait autour de lui. Hein. Oui. Vas-y, Marina. Je pense que Marc est très ennuyé pour le prix du tableau. Donc, peut-être que Serge parle aussi de la richesse et tout cela que Sénèque parle, mais je ne sais pas. C'est possible hein, de ne pas mettre trop d'attention, de ne pas donner trop d'attention au prix littéralement des choses, hein, à l'argent lui-même, parce que ça énerve beaucoup Marc, que quelqu'un qui n'est pas richissime gaspille son argent avec une œuvre d'art qui ne fait aucun sens, qui n'est finalement pas enfin, une œuvre qui justifierait dépenser la quantité d'argent, 20 000 francs, enfin je ne sais pas, 120 000 francs, enfin je ne sais pas exactement, c'est 200 000 francs, hein, c'est ça, 200 000 francs pour une œuvre d'art comme ça. C'est possible. Alors tout ça, on pense que alors Serge s'appuie en quelque sorte dans les idées du bouquin, c'est-à-dire qu'il connaît, qu'il a lu Sénèque. Dans la mise en scène que nous avons regardée, que c'est celle qui est sur la photo ici, on voit le bouquin là dans la main de Marc. Le bouquin est là. C'est-à-dire, Serge est en train d'essayer de lire, il est en train de lire le bouquin quand Marc arrive. Mais il est toujours possible aussi que Serge travaille seulement avec une idée générale. Hein. C'est-à-dire, un classique est toujours une œuvre modernissime. Un classique est cette œuvre qui est hors du temps, qui n'est jamais dépassée. Et donc, les idées qui sont là-dedans, peut-être elles ne comptent même pas, parce qu'elles font partie de ce qu'est le canon traditionnel des idées. Et si on veut être, enfin, peut-être pas trop juste avec tous les classiques, mais ces idées seraient quoi? Serait l'hiérarchie homme-femme, serait l'hiérarchie être humain, les animaux, serait peut-être enfin la différence entre les personnes nées dans un État citoyen et les esclaves ou les étrangers, et comme ça de suite, n'est-ce pas? Les hiérarchies de valeurs reconnues, la raison, le bien, la beauté, contre enfin l'irrationalité, etc., les sentiments. Et il se peut que dans la discussion qui va suivre après sur le classique, une œuvre classique, il ne soit pas en jeu des idées spécifiques, mais enfin, ce que j'ai appelé ici un canon des idéaux, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais elle me semble possible. Hein. Oui. Je voulais ajouter juste une chose pour qu'on réfléchisse. Parce que peut-être que je me trompe, vous, les étudiants de classique, vous pouvez me corriger, mais l'idéal artistique de cette époque est un idéal mimétique de représentation, d'une représentation plutôt fidèle de la nature. Et d'un côté, on a Marc qui a les tableaux hypoflammants et Serge qui dit lit Sénèque, mais pour lui, l'art le plus important est celui qui n'est pas figuratif. Et ce sont les contemporains, ce qui démontre en lui une sorte de
d'idées paradoxales qu'il faut juste lire parce que c'est Sénèque et pas forcément parce que c'est mon idée personnelle de ce que je pense. Et une autre chose peut-être, c'est que après tout ça qu'on a vu, je pense que cette idée d'Élie Sénèque, elle va ajouter une autre couche de, comment dire, des caractéristiques, enfin, d'une formation de ce personnage. Parce que c'est aussi, comme on a discuté tout au début, une œuvre qui est contre cette idée de démocratie, qui a toute une idée de hiérarchie. Et c'est quoi dans ce livre? C'est une discussion qui n'est point démocratique. Qui est qui va discuter? Quels sont les personnages? Et comment ils vont parler de ceux qui sont subalternes, entre guillemets? Ok, donc j'en sais rien, c'est juste une idée que nous aide à comprendre à la fin pourquoi. Je suis tout à fait d'accord, Lala. D'ailleurs, en renforçant ce que tu as suggéré, n'est-ce pas, que peut-être Serge est un peu incongru, en quelque sorte, dans ses goûts personnels, littérature. Mais je pense que non, Raphaël, il n'est pas incongru. Je pense que ça fait du sens, tu sais. Mais je ne sais pas comment expliquer maintenant. Mais jusqu'à la fin de l'épisode, je saurai. C'est le mec là qui fait des grandes études et qui dit ah ouais, il faut lire ça, ça et ça, mais moi dans ma vie, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Mais à la fin, on va voir que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il dit qu'il croit. Oui. Je dis que je fais comme ça, mais en réalité, j'en sais rien. Et c'est pas un problème, mais c'est juste, Oui. c'est tout un caractère que ce mot. Enfin, je pense. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, pour renforcer ce que tu as suggéré, regardez comme le livre arrive en scène. Serge dit, bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sur cette œuvre. La vie est brève. La vie est brève. Enfin, fait partie du raisonnement de Serge. Il est en train de dire, ah, enfin, on est amis, on ne doit pas perdre notre temps en discutant à propos, enfin, d'un tableau. La vie est brève. Mais la vie est brève, c'est une espèce d'expression pour faire référence à la brièveté de la vie, que c'est l'autre œuvre très célèbre de Sénèque. Mais enfin, là, il n'entre pas dans l'argument de l'œuvre. C'est juste une espèce de métonymie. Vous voyez, il part d'un tout petit détail. Ah, la vie est brève. Ah, et en parlant de ça, lis cette œuvre. Tu as déjà lu ce grand chef-d'œuvre qui parle que la vie est brève. Enfin, putain, c'est d'une banalité absurde. C'est ça que je voulais dire quand en suivant, là j'ai dit qu'il était incongru. Parce qu'il semble que ça soit un peu une espèce de, je ne sais pas comment dire, mais de vernis. Je ne sais pas si le mot vernis, c'est bien vernis en français, mais un vernis de classicisme, un vernis de culture. C'est de l'ordre de cette superficialité des références, vous voyez? J'en sais rien non plus. Aristocratie, un peu, n'est-ce pas? Un petit saisonnement de aristocratie, je pense. Oui, d'ailleurs, qui dit, n'est-ce pas, lis ça, c'est très classique. Et enfin, il y a des gens qui font ça, mais normalement, ce sont des gens détestables. Pas moi, pas moi. Oui, quand on va conseiller que quelqu'un lise quelque chose, on dit, putain, c'est un très bon livre, il y a ses arguments, enfin, j'ai bien aimé et tout. Mais on ne dit pas, c'est un classique. Enfin, lis-le, ça se justifie tout seul. Il y a des gens qui font ça, mais ce sont normalement des gens détestables. Et le début, c'est un tableau blanc. C'est l'Antrios. L'Antrios, Oui, c'est ça. il y a toujours l'autorité, c'est ça. Très bien. C'est une question que Lala toujours nous pose. C'est si je te dis que cette œuvre est dans les musées, alors c'est là, pour vous. Mais oui, bien sûr, j'ai toujours répondu ça, n'est-ce pas? Allez, la question de tous les jours, parce qu'il faut qu'on finisse. Ça, est-ce que vous aimez? Oui, non? J'adorais. Très bien. Est-ce que tu le connais, Sarah? Je connais, mais je ne me souviens pas. Est-ce que ça change le fait que tu le connaisses? Ah oui. Oui? Et si moi, je fais des dessins comme ça et je mets en fond d'écran la semaine prochaine,
Et si je dis, ah ouais, c'est dans le musée, mais en fait, c'est moi qui l'ai fait. Il Est-ce va que dire, ça va là, toujours? là, suivre la carrière d'artiste. Mais c'est ça la question. Est-ce que vous aimez parce que c'est un tableau connu, parce que c'est Pollock, ou parce que vous aimez vraiment, parce que vous pleurez quand vous êtes devant ce tableau ou devant ce livre? Ou est-ce que vous aimez Sénèque parce que c'est Sénèque? C'est ça la question. Je n'ai pas de réponse. Parce que parfois, on pense, ah ouais, c'est moi qui aime ça, mais à la fin, on est tous créés par une logique de dire, ah tiens, ça c'est au MoMA à New York. Donc, ça veut dire que, et là, on ajoute. Et Pollock est une personne détestable. Et là, la question est toujours, est-ce qu'on peut séparer l'artiste de l'œuvre? Est-ce qu'on peut séparer Serge du fait qu'il lit Sénèque? Ou qu'il dit qu'il lit Sénèque? Pas de réponse, juste des questions. Oui, et ces instances de légitimation, hein, d'autorisation, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Là, ces provocations, elles sont très importantes. Et finalement, enfin, la question, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi Yasmina Reza-t-elle qu'autrice de cette pièce, mais justement Sénèque? Enfin, je pense qu'on a répondu à ça, enfin, de plusieurs façons. Et ça passe par ça. C'est pas par la question de la légitimation, le pouvoir, l'autorisation, qui peut dire quoi, pourquoi certaines choses sont valables d'elles-mêmes, pourquoi d'autres non. Très bien. Si vous ne voulez ajouter plus rien, je vous montre seulement les références. Enfin, il y avait là des questions, mais je les ai suivies plus ou moins. Les références. Et sinon, on peut finir l'enregistrement et se dire bonne nuit après. Juste deux petites choses avant de terminer. Rafa, je te demande, s'il te plaît, de mettre ça dans notre dossier Drive, si ça Oui. ne te gêne pas. Oui, pas du tout. Pour les filles, la semaine prochaine, notre dernier rendez-vous de 2021, on continue avec la lecture. Tout est dans les programmes. Et n'oubliez pas, comme on a vu la semaine dernière, que j'ai mis quelques questions juste de référence pour qu'on commence à réfléchir sur ce qu'on a lu la semaine dernière, ce que vous allez lire cette semaine et ce qu'on lira la semaine prochaine. OK? Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je profite seulement pour vous demander une chose, parce que je pense que vous toutes savez, j'ai une chaîne sur YouTube. Et enfin, on parlait avec Lala. Est-ce que vous serez d'accord que je mette cette vidéo publique sur YouTube? Sinon, pas de problème. Mais si oui, enfin, oui, ça va. Marina, ça va. Valkyria, ça va. C'est bon, tout à fait. Merci beaucoup, les filles. Vous serez bientôt alors avec moi sur YouTube.